2020-131 PRG SGG portant nomination du directeur général de la société publique, la pharmacie centrale de Guinée, société PCG SA, le président de la République. Vu la Constitution, vu le décret D 2020-108 PRG SGG du 11 juin 2020 portant création de la société publique, la pharmacie centrale de Guinée, société PCG SA, décrète. Article 1er. Dr Moussa Konaté, pharmacien, est nommé directeur général de la société publique, la pharmacie centrale de Guinée, société PCG SA. Article 2. Le ministre de la Santé, le ministre du Budget et le ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 24 juin 2020, signé professeur Alpha Condé. Et puis, ces deux messages de départ, le premier adressé à son grand commandeur favori Gonçalo de Valepec Soto de Villas-Boas, lieutenant intérimaire de l'ordre souverain militaire de Malte, Rome. Grand commandeur, la célébration du 24 juin qui marque la fête patronale du Saint-Jean m'offre l'occasion de vous adresser personnellement les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée et de son gouvernement auxquelles je joins les miennes propres. Je saisis cette opportunité pour vous exprimer toute ma satisfaction et ma reconnaissance pour le soutien précieux que l'ordre souverain et militaire de Malte ne cesse d'apporter aux différents programmes de santé en République de Guinée. Je tiens à vous assurer de ma volonté et celle de mon gouvernement de consolider les relations d'amitié et de coopération qui existent entre l'ordre souverain et militaire de Malte et la République de Guinée. En vous réitérant mes vœux de santé, de paix et de prospérité, je vous prie de croire le grand commandeur en l'assurance de ma haute considération. Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le second message de départ est adressé à son Excellence Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République de Burundi. Bujumbura. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec un réel plaisir que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons salué votre élection à la magistrature suprême de la République du Burundi. En cette heureuse circonstance, permettez-moi de vous adresser les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. En plaçant sa confiance en votre Excellence, le peuple frère burundais prouve sa détermination à contribuer davantage à l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit ainsi que pour l'édification d'une nation forte, unie et prospère. C'est aussi l'occasion pour moi de vous dire mon entière disponibilité d'œuvrer avec vous pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. En vous adressant mes vœux de bonheur et de pleine réussite dans l'exercice de votre mandature, je vous prie d'accepter, Excellence Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute considération. Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le 6 avril dernier, dans un discours, le chef du gouvernement avait annoncé 30 mesures pour atténuer les effets économiques du coronavirus. Hier, Dr Ibrahima Kassori Fofana a fait le point de la riposte et annoncé de nouvelles mesures. Le gouvernement retrousse à nouveau les manches pour soutenir l'économie nationale. Kamara Boubacar. La mise en œuvre du plan de riposte à la COVID-19 pendant ces 3 mois aura représenté un montant de 845 milliards de francs guinéens, dont un effort budgétaire propre de l'État guinéen de 730 milliards. Dans la lutte contre le coronavirus, l'effort budgétaire consenti par le gouvernement se révèle exceptionnel. L'appui au secteur privé a mobilisé plus de la moitié des fonds engagés, 485 milliards de nos francs. Pour atténuer l'incidence de la pandémie sur notre économie, le gouvernement consolide encore les efforts sur les 3 prochains mois avec de nouvelles mesures. L'État a décidé de prendre à sa charge 50% des charges fiscales reportées en phase 1 pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi que les factures d'eau et d'électricité
des établissements de ces secteurs économiques. Pour le secteur du tourisme encore, l'effort de règlement des arriérés de l'État vis-à-vis des agences de voyage sera poursuivi. Dans la même logique, les entreprises du secteur de l'hôtellerie et du tourisme verront réduite de moitié le montant de leur contribution foncière unique et de leur patente en contrepartie du renouvellement des contrats de travail en cours. Des subventions seront accordées aux institutions de microfinance à travers le fonds d'appui au groupement d'intérêt économique pour les aider à faire face aux charges liées à la pandémie et à équilibrer leur bilan. Ces dispositions publiques répondent à deux préoccupations du chef de l'État: maintenir l'activité économique hors de l'eau et garantir l'emploi. La reconduction des mesures sociales prises en avril dernier s'inscrit dans ce sens. Mieux, la deuxième phase du plan de résilience du gouvernement ajoute l'assistance aux couches vulnérables. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, appuyée par la Banque mondiale, va opérer un transfert monétaire à 240 000 ménages, soit 250 000 francs guinéens pour 6 millions de Guinéens par mois. Un sursaut d'effort à la hauteur de la solidarité nationale nécessaire pour gagner le combat contre l'ennemi invisible. Comme l'a fait remarquer le président de la République, nous devons faire le choix de la responsabilité pour lutter efficacement contre la pandémie et briser la chaîne de contamination dans notre pays. À ce propos, il me plaît de redire les félicitations de M. le Président de la République au peuple de Guinée qui s'est montré à la hauteur des attentes en observant avec discipline et sacrifice les recommandations des autorités sanitaires. Comme d'autres épreuves traversées, nous sommes convaincus que celle de la COVID-19 passera, elle aussi, grâce à notre effort national de solidarité et notre capacité de résilience quand il s'agit de notre pays, notre chère Guinée, que nous sommes disposés à aimer, défendre et protéger. Avec un faible niveau de contamination et un taux de décès à 0,6% contre 3% en ce moment sur le plan mondial, la Guinée cerne progressivement l'épidémie. Il y a espoir que le renforcement de la riposte sanitaire combiné aux deux autres volets du plan nous sortira de l'urgence pour l'accommodation avant la relance du cycle de croissance économique. Dans le même ordre d'idées, il y a ce communiqué conjoint. Dans sa déclaration à la Nation du mardi 23 juin 2020, le Premier ministre et chef du gouvernement a fait part des mesures prises dans le cadre du plan de riposte à la Covid-19 phase 2. À cet effet, les ministres du Budget et du Commerce précisent que ces mesures concernent le rabattement de la valeur en douane des importations de riz, titrant 25% de brisure quel que soit le mode de transport, navire et ou conteneur, la suspension de la redevance sur la déclaration descriptive d'importation DDI pour les importateurs grossistes des denrées de première nécessité, riz à 25% de brisure, huile, lait, tomates, purée, sucre, blé et oignons. La Direction générale des douanes, le guichet unique du commerce extérieur et le service DDU-DDE ont déjà été instruits pour l'application rigoureuse de ces instructions. Les ministres du Budget et du Commerce remercient et félicitent les opérateurs pour l'approvisionnement correct et régulier du marché en denrées de première nécessité et rassurent par la même occasion du soutien du gouvernement pendant cette période difficile de pandémie. Signé le ministre du Budget et le ministre du Commerce. Le gisement de fer du Mont Simandou, le projet pourrait être adopté dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Mais avant, les députés veulent voir clair dans ce dossier. Ils se sont réunis en intercommission pour étudier l'impact que devrait ou que pourrait générer un projet de cette envergure. Comprendre avant de valider. Robert Sidi Tolno. 2 jours de débats intenses en intercommission autour de ces méga projets miniers du Mont Simandou.
Débats pendant lesquels nombreuses interrogations relatives au contenu local, aux études d'impact environnemental et à la problématique de la construction du chemin de fer ont été posées par les honorables députés. Ma préoccupation est que le délai me paraît long parce que entre la phase de production, après 74 mois, et cette aciérie, il y a au moins 10 ans, c'est-à-dire en 2036. Pourquoi un délai si long? Deuxième problème, c'est l'impact environnemental. Quelles sont les dispositions que l'État envisage pour désintéresser ces pauvres citoyens dont il a le devoir de protéger? Je veux dire tout simplement, l'héritage qui est là, c'est l'État qui doit le prendre ou bien c'est la société qui vient? Des questions auxquelles le ministre des Mines a apporté un éclairage. Lorsque ce projet se réalisera, directement ou indirectement, on verra les bénéfices. Chacun d'entre nous ici. Soit parce que quelqu'un qui est de votre localité, comme l'honorable Djenessara, serait employé, soit parce que vous avez fait une production agricole comme peut-être l'honorable Djakabé, qui serait transporté sur le chemin de fer, ainsi de suite. Donc il est extrêmement important. La meilleure façon de juger la qualité d'un investisseur, c'est le respect de ses engagements. S'agissant des retombées du projet en termes d'emplois directs et indirects, les experts de la société minière bénéficiaire du contrat précisent. Le projet va créer beaucoup d'emplois. Beaucoup d'entreprises vont travailler dans le cadre de la sous-traitance, répondant à une politique du gouvernement qui consiste à soutenir le projet par le contenu local. C'est un projet qui, dans sa globalité, est d'un investissement de 14 milliards de dollars, avec une première phase immédiatement sur des fonds propres qui vont démarrer dès qu'on aura fini tous ces travaux préliminaires de 6 milliards de dollars. Une plénière est prévue vendredi pour l'examen et l'adoption ou non de ces méga-projets. L'Assemblée nationale qui reçoit les félicitations de la Chine. Hier, la représentation diplomatique de ce pays ami a été reçue en audience. Au menu de la rencontre, le renforcement de la coopération parlementaire. La Guinée et la Chine entretiennent de très bonnes relations depuis plusieurs décennies. Abdoulaye Diallo. Le président de l'Assemblée nationale reçoit des mains du diplomate chinois une lettre de félicitations de son homologue de la République populaire de Chine pour son élection à la tête de l'institution parlementaire. Une marque de reconnaissance qui vient renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération qui existent entre Conakry et Pékin depuis plus de 60 ans. Le projet de construction du premier siège du Parlement guinéen, fruit de cette coopération, est aussi un sujet longuement débattu au cours de cette rencontre. Les relations entre la Chine et la Guinée sont toujours au beau fixe. Consciente des besoins de la Guinée, la Chine a décidé de faire don d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale à la Guinée. La Chine aurait lancé un appel d'offres dans le courant de ce mois, mais à cause de la Covid-19, ça a été reporté. Mais en tout cas, la Chine est toujours là pour aider la Guinée. Cette première rencontre entre le bureau de l'Assemblée nationale et la représentation diplomatique de la Chine en Guinée offre l'opportunité de fortifier la coopération parlementaire et la mise en opération des groupes d'amitié. La République populaire de Chine a été parmi les 2 premiers pays à reconnaître l'indépendance du jeune État guinéen en 1958. Et aussi, le plus important, c'est que la Guinée a été le premier pays africain au sud du Sahara à nouer des relations diplomatiques avec la République de Chine. Ceci est très important. Grâce au leadership du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, la Guinée et la Chine ont rehaussé le niveau de leur coopération, surtout avec la signature de plusieurs accords de financement et autres investissements dans le domaine minier. L'actualité, c'est aussi l'installation hier du ministre secrétaire général du gouvernement. M. Lansana Komara a de grandes ambitions. Il veut redonner du sang neuf au fonctionnement de ce département. Younous Atawel Kamara.
Une minute de silence en la mémoire de feu Elhadji Sékou Kourouma, ancien ministre secrétaire général du gouvernement, décédé le 18 avril 2020 par suite de maladie. Un hommage appuyé par Kiridi Bangoura, ministre secrétaire général à la présidence de la République, à l'homme pour son sens de rassembleur dont il a été. Le nouveau promu au poste du secrétaire général du gouvernement et son adjoint ont été invités à garder le cap de dynamisation et d'organisation de l'action gouvernementale. Lansana Komara est venu ici pour relever un défi. Le défi le plus complexe dans le fonctionnement d'un État, c'est le fonctionnement et le travail gouvernemental. Et le fonctionnement et le travail gouvernemental dépendent essentiellement du secrétariat général du gouvernement. C'est pour ça que le président a jugé, vu son expérience organisationnelle au niveau politique, au niveau intellectuel, au niveau universitaire et l'expérience administrative acquise, qu'il pouvait venir nous donner un coup d'accélération dans les réformes en cours. Le secrétariat général du gouvernement est un service névralgique de l'État. Le nouveau promis, pour coordonner et animer ce département, mesure bien la tâche qui leur incombe désormais. À l'analyse, il ressort que le secrétariat général du gouvernement est caractérisé par sa transversalité, qui rend ses missions complexes, voire ardues, ce qui est considéré comme une marque de fabrique, exige du personnel chargé de l'animation des différentes structures qui le composent, compétences, loyauté, disponibilité et engagement. Le nouveau secrétaire général du gouvernement était jusqu'ici ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail. Lansana Komara est professeur d'université et membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. La campagne agricole 2020, le programme se prépare en Haute-Guinée. D'abord, une visite des terrains pour voir comment relancer les barrages hydro-agricoles de la région. Des cadres du département de tutelle et du génie rural étudient toutes les options. L'objectif est d'atteindre un rendement record cette année. Aboubakar Diaby. C'est pour s'assurer du bon déroulement de la campagne agricole 2020 que cette mission a eu lieu. Elle a permis de visiter les barrages hydro-agricoles de la Haute-Guinée. La première étape a ciblé le barrage hydro-agricole de Koundian dans la préfecture de Mandiana. Ici, 1000 hectares de plaine aménagés sont irrigués par cet ouvrage. Cet ouvrage a un grand avantage puisque il y a longtemps que la population de Koundian et ses environnants et les villages voisins attendaient la réalisation de cet ouvrage qui a un intérêt capital, non seulement pour la population, mais aussi pour le reste de la Guinée, puisque ça nous permet, c'est-à-dire cet ouvrage a été réalisé sur 1000 hectares. Donc cet aménagement a un avantage, puisque ça permet de lutter contre la famine, non seulement à Koundian, mais aussi dans les villages voisins. Pour la mission et les paysans de Koundian, la réhabilitation de cet ouvrage agricole va favoriser l'augmentation des rendements dans la localité. Parallèlement, ils doivent aussi faire face à la réalisation d'un ouvrage de franchissement reliant les zones de Loïla et Koundian. Le nouveau pont qui doit être construit sera un pont de 15 mètres avec le standard à 7 mètres de large et une profondeur sous poutre de 6,50. Bon, et comme on le disait tout de suite là, il y avait l'ancien pont qui était là. Bon, la pile centrale qui était là avait été exécutée par les paysans. Et ça, il y a de cela 50 ans, c'était en cyclopéen. Maintenant, quand le projet Coton était venu pour maintenant faire le pont, ils ont vu la résistance de ceux qui étaient là, ils n'ont fait que les culer, cette fois-ci ferraillés. Ils ont mis maintenant la dalle. Mais le béton n'était pas aussi comme ça. Avec l'âge, ça s'est effrité. C'est ce qui a provoqué l'effondrement. Après Mandiana, les missionnaires se sont rendus à Siguirin. Là, plus d'une dizaine de barrages hydro-agricoles de la zone aurifère ont été visités. Ces différents barrages arrosent ces nombreuses plaines. L'objectif de notre mission, c'est la préparation de la campagne agricole 2020. Qui cette année
se passe dans des conditions difficiles pour le monde entier. Et c'est pourquoi, sur instruction du président de la République, notre ministre nous a envoyé pour identifier les problèmes de terrain. Et il s'agit essentiellement de voir le fonctionnement des ouvrages d'aménagement et pour identifier les dégradations et identifier aussi les solutions pour que la campagne soit très rentable. Au niveau de tous les barrages hydro-agricoles visités par les cadres du département en charge de l'agriculture et de la direction nationale du génie rural, il a été question de constater que cet ouvrage ne fonctionne pas normalement. L'actualité, c'est la lutte contre le coronavirus. À Kindia, des agents de communication sortent d'un conclave. La rencontre avait pour but de leur fournir des éléments de langage pour leur mission auprès des communautés. Yaya Silla. L'agence belge de développement a accompagné le processus qui s'inscrit dans le cadre de la riposte rapide contre la pandémie. Dans cette salle, les agents de santé et relais communautaires sont conviés à échanger sur le moyen de prévention contre le Covid-19. Avec le Covid-19, nous sommes en face de quelque chose qui relève de l'urgence. Et c'est au nom de cette urgence que depuis le début de la pandémie, sur financement aussi bien du Royaume de Belgique que de l'Union européenne, Enabel se mobilise à travers la production et la diffusion des messages de sensibilisation, la fourniture de milliers de masques et de kits hygiéniques aux ménages et, pas absolument en détail, le soutien à la résilience économique des entreprises particulièrement affectées. Les sujets portant sur la prévention et le contrôle de l'infection ont meublé cette rencontre. La rencontre a pris en compte toutes les disciplines socio-économiques de la région de Kindia et de Mamou, notamment les ethnologues et anthropologues, afin de mieux cerner la communication sur le Covid-19. On se rend compte qu'il est encore nécessaire, avec cette nouvelle pandémie, de continuer à sensibiliser, surtout mettre l'accent sur la communication afin de pouvoir faire comprendre aux populations qu'il est important de se protéger et de suivre les mesures préventives. Les travaux de cette rencontre sont soldés par la remise de kits aux différentes structures sanitaires de la région de Kindia et de Mamou. Aujourd'hui, on est le 24 juin, bientôt la fin du mois de l'enfant. Beaucoup d'actions ont été réalisées dans le cadre du respect des droits des mineurs. C'est le cas par exemple de l'engagement de certains parents. Ils étaient réunis à Tayaki dans Kobaya. Leur cri de cœur, promouvoir l'éducation des enfants. Le point avec Mohamed de Camara. Tayaki, un village situé à quelques encablures du quartier Kobaya. Aujourd'hui, la localité bénéficie d'une école primaire de 6 classes. Un ouf de soulagement pour les populations à mettre à l'actif du gouvernement et de ses partenaires. Dieu nous a donné l'école, on le rend grâce. C'est cette année que les portes ont été ouvertes. Malheureusement, en raison de la pandémie, les classes ont été fermées comme partout ailleurs. En raison de la crise sanitaire, les nouveaux élèves, comme tous les autres, n'ont connu que 3 mois de cours. Depuis l'arrêt, ils sont retournés à leurs anciennes préoccupations avec l'espoir que les classes seront réouvertes dès après la pandémie sur cette île d'une 50aine de ménages. Aujourd'hui, le combat des parents, préparer les esprits des habitants de Tayaki au respect des droits fondamentaux des enfants, surtout celui lié à l'éducation. Notre combat aujourd'hui, c'est d'amener tout le monde au respect des droits des enfants. C'est pourquoi on oblige tous les parents à envoyer les enfants à l'école. Il est interdit également de les amener au champ ou à la pêche. Pour la réussite de leurs enfants à l'école, les Tayakika pensent déjà au post-Covid. Des logements des enseignants sont en construction.
C'est le logement des enseignants que vous voyez derrière moi. Nous voulons les rendre opérationnels avant la reprise des cours. Actuellement, ils habitent de l'autre côté. Pour le moment, on s'occupe bien d'eux. Aujourd'hui, les responsables de Tayaki et certaines ONG s'inscrivent dans l'élan de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce village, situé au large de Kobaya, est fondé il y a de cela un demi-siècle. Ne peuvent y accéder que les piétons ou les motards. Bientôt, une route d'accès qui mène à cet endroit paradisiaque sera disponible. Je vous le disais dans les titres, le phénomène devient courant, voire banal. Trop de fake news dans la presse, hélas. Parfois, c'est fait à dessein dans le but donc de manipuler l'opinion publique. Le voile commence à se lever sur les auteurs. Plus de 10 sites d'information du continent sont épinglés pour diffusion de fausses informations. Parmi eux, malheureusement, un site guinéen, Mamadou Saliouba. La publication de fausses informations, une pratique répandue sur la toile. Jusque-là, concentré sur les réseaux sociaux, le phénomène s'élargit sur les sites d'information en ligne. Une enquête réalisée par une instance américaine pointe du doigt une dizaine de sites sur le continent qui seraient spécialisés dans la publication de fausses informations. En Guinée, le site guineactu.com est épinglé par le rapport du think tank américain. Il y a quelques jours, Facebook annonce très fièrement un grand coup de balai, la suppression de 446 pages, 182 comptes, 96 groupes Facebook et 200 à peu près groupes comptes Instagram. Tous auraient été créés par une entité, une entreprise, You Reputation. C'est une entreprise basée à Tunis qui se présente comme étant spécialiste de cyberinfluence. Et depuis 2016, concrètement, contre rémunération bien sûr, elle aurait poussé des hommes politiques et des candidats via des campagnes de désinformation dans une dizaine de pays africains. Le site guinéen incriminé par le rapport américain est peu connu dans l'espace médiatique. Selon la corporation, il n'appartient à aucune association professionnelle. Fait au blanc, il partage la même dénomination avec deux autres sites en ligne. Un acte qui crée la confusion au sein de la profession. Ça crée de la confusion parce qu'il y a 3 sites en Guinée. Ces 3 sites presque répondre au même nom. Le site incriminé s'appelle Guinée Actu, S à la fin, .com. Il y a un autre site qui appartient à notre sœur, Madame Barry Bot, qui s'appelle guinéactu.info. L'organe qui m'appartient, vous l'avez vu, c'est actuguinée.com. Questions qui sont derrière la manipulation de l'information destinée au grand public. Pourquoi ce genre de publication pullule en période sensible? Pourquoi le silence de nos organes de contrôle? Pour lutter contre les fausses informations sur le net, la Guinée s'est dotée d'une loi et d'une agence de sécurité des systèmes d'information. Une institution qui peine à imposer ses marques dans la traque des sites et auteurs d'écrits malveillants dans les nouveaux médias. Pour boucler cette édition, je reviens sur ce décret D 2020-131 PRG-SGG portant nomination du directeur général de la société publique La Pharmacie Centrale de Guinée, société PCG SA. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret D 2020-108 PRG-SGG du 11 juin 2020, portant création de la société publique La Pharmacie Centrale de Guinée, société PCG SA, décrète. Article 1er. Dr Moussa Konaté, pharmacien, est nommé directeur général de la société publique La Pharmacie Centrale de Guinée, société PCG SA. Article 2. Le ministre de la Santé, le ministre du Budget et le ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Article 3. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel.